Bienvenue dans So Let's Go, le podcast des hommes et des femmes qui ont radicalement changé de vie professionnelle. Je suis Adeline Guillou, je suis coach de vie et ce que j'aime particulièrement dans ce métier, ce sont les histoires de vie personnelles ou professionnelles. Ici, je vais vous partager le parcours de ces hommes et femmes qui ont pris la grande décision de quitter ce qu'ils savaient faire pour quelque chose de complètement différent, de plus risqué souvent, mais qui à leurs yeux avait plus de sens. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager l'histoire de Christelle qui est passée de chef de projet de dépollution des sols à maraîchère floricultrice. Il y a des jours où je me dis mais pourquoi ? Tu vois, quand je suis en train de pousser ma brouette dans la boue, et il y a d'autres jours où je me dis ah ben oui, non mais je sais pourquoi en fait. Et ce lien humain qui a été créé en arrivant dans la région, et ça je trouve ça super important et ça a retrouvé du sens. So, let's go! Alors en fait, c'est parti de Guillaume, mon conjoint, qui lui travaillait en bureau d'études. On habitait en Savoie à l'époque, et il en avait marre de passer son temps sur l'ordinateur. Donc il a pris un grand congé parental quand on a eu notre deuxième enfant, notre petite fille. Et donc il s'est longtemps cherché, et au final il a voulu passer un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. En gros, pour devenir agriculteur. Donc il a voulu passer ce diplôme en conservant nos boulots, donc à distance. Et en fait, moi, j'adore apprendre, j'adore les nouvelles expériences. Donc je me suis dit, bon, vas-y, je fais ça avec toi. Du coup, on a fait ça tous les deux pendant 9 mois. Donc en fait, la journée, on était au boulot, soit boulot, soit stage. Soit on s'occupait des enfants, et après, quand ils étaient couchés, on travaillait le diplôme. Grosse période. Grosse période, ouais. Et pendant ce diplôme, du coup, on a dû faire des stages. Et j'ai notamment fait un stage génial avec chez Tida en Chartreuse, donc en Savoie, où je me suis rendu compte que en fait j'étais beaucoup plus heureuse quand j'étais en stage que quand j'étais du coup dans mon métier, même si mon métier me déplaisait pas, mais je me sentais mieux. Et donc en fait on a décidé de tout vendre en Savoie, de tout quitter et de venir s'installer entre Limoges et Brive et de monter notre ferme. Ok. Et pourquoi la région du coup ? C'est un terrain de mes grands-parents. D'accord. Ouais, okay. On aurait aimé s'installer en Savoie, mais le foncier est un peu compliqué en Savoie. Et là, on avait la chance d'avoir un terrain de mes grands-parents que nous laissait mon papa. Trop bien. Du coup, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé ici. Ok, super. Est-ce que tu as quitté le salariat ? Oui, complètement. Okay. On a fait rupture conventionnelle tous les deux. D'accord. Et du coup, on n'est plus du tout salariés, on est à notre compte tous les deux. Ok, super. Du coup, j'ai l'impression que c'est quand même un projet, donc c'est pas qu'une impression, c'est un projet en fait de couple commun que vous avez fait tous les deux. Du coup, vous avez quitté tous les deux en même temps, en fait, l'entreprise ? Ouais, on a quitté en même temps. Il y a eu, je sais pas, peut-être 1 mois ou 2 de battement, et encore, je suis pas sûre. Non, il n'y a pas eu. Non, on a quitté en même temps. D'accord. Le salariat. Ok. Ouais, en fait, on est un peu on l'a fait un peu dans l'idée de se dire que on voulait pas avoir de regrets. On voulait tester et que c'était ok pour nous que ça marche pas. Et après de revenir dans le salariat. En fait, on est hyper à l'aise avec le fait que c'est pas forcément un métier qu'on va faire jusqu'à la fin de notre vie. Et on se laisse le choix, en fait, l'ouverture d'arrêter ou de continuer. Et ça peut paraître peut-être un peu présomptueux, mais on a l'impression qu'on a la capacité de rebondir. En fait, même si ça marche pas, on ira faire autre chose, un autre métier. Ouais, voilà, c'est sûr. On y arrivera. Même. Donc, du coup, c'est ce qui nous a fait tout quitter pour se lancer là-dedans. Ok, super. Vous avez été soutenus du coup dans votre choix ? Oui. Ouais. On a été soutenus par nos familles. Alors au début, forcément, ils ont peur pour nous, parce qu'il y a la sécurité du salariat, parce qu'on avait des très bons postes tous les deux, parce que on était un couple avec 2 enfants en bas âge, on avait une belle maison qu'on a vendue, enfin voilà, et on part vers un métier agricole qui est franchement pas le métier qui a la plus belle réputation en termes de charge de travail, de rémunération, tout ça. Donc ils ont eu peur, et puis après ils nous ont soutenus, à la fois la famille et à la fois les amis. Les amis, je pense qu'ils sont pas trop passés par cette phase de peur. Ouais. Ils sont plutôt passés par la phase de c'est trop chouette, directement. Super. Ouais. Oh, super, très bien. T'avais des connaissances du monde agricole ? Alors mes grands-parents des 2 côtés, paternels et maternels, étaient agriculteurs. Mais je peux pas dire que j'avais des connaissances du monde agricole parce que j'y allais pendant les vacances scolaires. Ouais. Donc j'ai jamais fait vraiment... ouais, l'été ou des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. J'ai pas vécu la ferme au quotidien, et maintenant je me rends compte que c'est quand même vraiment différent d'y aller pour les vacances. Et en plus, c'était dans l'élevage chez mes grands-parents.
Ouais. Donc l'élevage et le maraîchage floriculteur, c'est quand même pas pareil. Ouais, bien sûr. Et voilà, non, après on avait notre potager, quoi. Ouais. Voilà. Les prémices des mains dans la terre. Ouais, c'est ça. Rien à voir quand même. Non. Donc vous avez fait cette formation, mais du coup, est-ce que vous êtes fait accompagner pour vous installer vraiment en fait en tant que, alors je sais pas, agriculteur? Ouais, c'est ça. Ouais. On a un statut d'agriculteur tous les deux. Non, on s'est pas trop fait accompagner. Ouais. J'avoue, on y a été un peu tête baissée. On a quand même suivi une formation, en plus de notre BPREA, une formation en ligne de quelqu'un qui est très connu dans le milieu, qui s'appelle Jean-Martin Fortier, qui est un Canadien. D'accord. Qui prône les fermes en petite surface, donc comme nous, et peu mécanisées. Donc on s'est quand même basé sur son modèle-là. D'accord. Donc voilà, ça a été les débuts où on s'est lancé. Ok. Et qu'est-ce qui était le plus difficile dans cette reconversion ? Je crois que c'est... Alors, ça dépend si tu me demandes au début ou maintenant, en fait. Je pense que la réponse n'est pas la même. Ouais, alors au début, en fait, quand tu quittes tout, tu vends tout et tu arrives dans cette ferme. Par exemple, est-ce que du coup, elle était vivable déjà ? Est-ce qu'il y avait des choses à réaménager ? Et après, du coup, par où commencer ? Enfin, je sais pas. Ouais, c'est exactement ça. C'est plutôt le par où commencer. Parce que du coup, quand on est arrivé, il y avait un terrain vierge, aucun bâtiment. Ça faisait 30 ans que le terrain n'était pas utilisé. Donc, il était juste fauché tous les ans. Donc, il était quand même entretenu. Ouais. Mais par contre, rien du tout, quoi. Aucun bâtiment, rien. Et donc, la phase de début qui a été assez longue, c'est la phase de par où on commence. Où est-ce qu'on met quoi ? Les poules, le maraîchage, les fleurs. Après, comment on appelle ça le design de la parcelle, en fait. Où est-ce que je mets mes choses pour que ça soit rationnel ? Parce qu'une fois qu'on a implanté les choses, autant dire qu'on les change pas comme ça. C'est ça. On change pas d'avis. Donc ça a été assez long. Et c'est une période qui est un peu étrange parce qu'en fait, on change de métier pour produire. Et en fait, pendant un an, on produit pas. Et les gens autour de nous aussi, même de la commune, nous demandent, bon alors, c'est quand les premiers légumes ? Et nous, on est là, pas encore, en fait. Ouais, donc, voilà. C'est plutôt... Et énormément de décisions à prendre sur ce début, qui sont impactantes pour la suite. Et, tout à fait. Où nous, on n'avait pas beaucoup d'expérience. Et du coup, des fois, on sait pas trop quel est l'impact de notre décision sur la suite. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, alors vous êtes à combien d'années de recul maintenant ? On s'est installé en 2022. Donc d'accord. On attaque, ça fait 4 ans, quoi. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, les difficultés ? Aujourd'hui, les difficultés, c'est toujours la prise de décision. beaucoup de décisions à prendre tout le temps, avec des enjeux stratégiques, commerciaux. On a changé de mode de commercialisation tous les ans, ce qui est pas facile. Là, on se stabilise. On a trouvé, je pense, notre modèle qui est un peu particulier. Et après, il y a la charge mentale. Moi, je trouvais que j'étais débordée en étant salariée. Bon, finalement, je me dis que j'ai déjeuné avec mon ancien chef la semaine dernière qui me disait « Tu te souviens ce que tu me disais ?» Oui, je me souviens. et sans dire que les salariés n'ont pas de charge mentale, en fait. Sûr. Mais c'est juste que c'est différent. Et moi, je suis quelqu'un qui me met la pression facilement aussi. D'accord. Je pense qu'il y a une question de tempérament. Bien sûr. Mais malgré tout, quand tu entreprends, t'as plein de casquettes, en fait. Donc, du coup, il y a une charge mentale qui est quand même là. Après, du coup, si on peut comparer ces deux charges mentales, comment tu vis celle-ci aujourd'hui ? Des fois, le salariat me fait rêver. Ok. Honnêtement, des fois, je rêve de pouvoir couper le soir et en même temps la liberté qu'apporte l'entrepreneuriat. Je pense que j'aurais du mal à la laisser. Et en termes de charge mentale, je pense qu'aussi, c'est une réflexion qu'on a actuellement. Je pense qu'aussi on a besoin de s'améliorer dans se laisser accompagner pour certaines choses. C'est-à-dire qu'on fait tout nous-mêmes, y compris ce qui est compta, choses comme ça. Et je pense que soit il faut qu'on trouve des outils informatiques peut-être qui nous aident à aller plus vite, soit il faut qu'on trouve quelqu'un de confiance pour nous aider sur certains points, en fait, pas sur tout, mais sur certains points. On l'a fait en partie sur la partie technique maraîchage, où on a appris, on rémunère quelqu'un qui nous donne des conseils techniques tout au long de l'année. Ok, super. Et qui, du coup, des fois, quand je suis devant ma carotte qui lève pas, et je suis plus toute seule, en fait, toute seule ou même avec Guillaume, mais comme on a le même niveau d'expérience, des fois, c'est presque comme s'il y avait qu'une personne, quoi, sur ça. Mais qui, du coup, nous aide à grandir là-dessus. Ouais, c'est sûr. L'intérêt et l'utilité de se faire accompagner, même si c'est un investissement et qu'au début on a du mal à investir parce que l'argent reste encore
le sujet sensible, C'est mais ça. oui, tu gagnes du temps, je crois. Ouais, je pense que c'est important de en savoir n'étant se pas faire seul, accompagner. Avant de te lancer, t'avais des peurs, des doutes? On n'avait pas trop de peur, on était plutôt confiants. On essaye, c'est pas facile, mais on essaye avec Guillaume de pas trop présager des problèmes futurs et d'essayer de les prendre quand ils viennent. Voilà, c'est pas toujours facile, hein, et on n'y arrive pas du tout le temps. Surtout la nuit ou le soir, c'est encore moins facile. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Moi, la principale chose et ce qui est encore pas trop facile pour moi, c'est d'avoir quitté la Savoie. En fait, c'est plus simple. Okay. C'est plutôt ça que le métier en lui-même, en termes de peur qu'on a eu au départ. Parce que moi, je skiais beaucoup. Ah, ok. Et notre fils skiait beaucoup. Et en fait, j'ai eu des appréhensions sur le fait déjà de plus aller aussi souvent à la montagne. Et aussi en fait, la Chambéry et la Savoie, c'est un endroit qui est très très dynamique en termes d'activité pour les enfants et tout. Et j'avais une image du Limousin un peu moins dynamique là-dessus. Et ma peur, c'est qu'est-ce qu'on allait offrir à nos enfants, en fait, en quittant la Savoie dans laquelle on avait réussi à s'installer. D'accord. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, alors je me rends compte que effectivement, il y a moins d'offres quand même. Je trouve, il y a des offres, il y a plein de choses à faire, mais c'est quand même moins diversifié. Par contre, là où on a gagné énormément, c'est sur le côté humain, parce qu'on a été extrêmement bien accueillis à Limoges, pardon. Et qu'on s'est fait beaucoup d'amis. En Savoie, c'était beaucoup plus... Fermé ? Oui, fermé, en fait. On habitait dans un village où les gens descendaient travailler à Chambéry, il n'y avait pas de relations et tout. Là, vraiment, nous, dans notre village, il y a beaucoup de liens et on a vraiment gagné là-dessus, quoi. Sur les relations humaines. Bon. Ouais. Vous vous y retrouvez quelque part. Oui, exactement. Et puis on va skier de temps en temps. C'est important. De quelles compétences de ton ancien métier tu te sers aujourd'hui dans cette nouvelle activité ? Plein. Ouais. Surtout en dépollution des sols, j'imagine que du coup, c'est plutôt... déjà... Moi, j'avais quand même eu un contact client avec les gens, où je faisais des offres chiffrées. Moi, je faisais déjà du chiffrage avant, de l'analyse de rentabilité, parce que... je le dis assez régulièrement, mais je vois pas l'agriculture comme un métier sacrificiel. Nous, à un moment, on a besoin de vivre, donc on compte pas gagner des 100 et des 1000, mais notre ferme, faut qu'elle soit rentable. Sinon, si c'est une entreprise, donc sinon, elle vivra pas, quoi. On peut pas vivre que des aides. Et donc, du coup, avec Guillaume, on regarde quand même attentivement nos chiffres à la fin de chaque bilan comptable. Pour analyser la rentabilité de la ferme et prendre éventuellement des décisions. Donc ce côté analyse des chiffres en fait de mon ancien métier me sert beaucoup quand même. Et après j'étais aussi je travaillais en termes de gestion de projet et donc de dérouler d'un projet de A à Z qui était sur un temps plus court dans ma vie d'avant, mais qui fait quand même que je sais m'organiser, faire un planning. Enfin voilà, il y a une espèce d'organisation qui se fait. Ouais, qui doit être hyper intéressante et utile aujourd'hui en fait. Exactement, c'est super. Ça. Ouais. Si tu pouvais revenir en arrière, tu changerais quelque chose ? Ah, je me suis jamais posé la question. Je crois que ça dépend des jours. Je crois qu'il y a des jours où je me dis mais pourquoi ? Tu vois, quand je suis en train de pousser ma brouette dans la boue, je me dis mais qu'est-ce que... mais pourquoi ? Et il y a d'autres jours où je me dis ah ben oui, non mais je sais pourquoi en fait. Non, je pense pas. Je pense qu'en fait ça nous a ouvert d'autres opportunités en perso, ça nous a fait évoluer sur d'autres choses. Je pense qu'on est complètement différent que quand on est parti de la Savoie. Je pense que ça nous a fait grandir sur plein de choses. Et c'est une expérience de fou, quoi. Non, je pense pas que je reviendrai en arrière. Je pense pas que je changerai des choses. Peut-être des choses changeront à l'avenir, mais... Ouais, ça fait partie de l'évolution. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé là, que tu aimerais aborder ? Après, je trouve que on est passé peut-être rapidement dessus, mais ce que je trouve que c'est important, c'est... Enfin, moi, ce qui est important pour moi dans cette vie d'entrepreneur, c'est la liberté que ça apporte. Et que, déjà que l'agriculture soit vue comme un entrepreneuriat. Ouais. Parce que je trouve que c'est pas beaucoup le cas. Est-ce que c'est vu comment, du coup ? Je sais pas. Je trouve que c'est vu comme... c'est souvent pas vu comme une entreprise, j'ai l'impression, qui doit être rentable parce parce que c'est des modèles qui sont pas souvent rentables, c'est des modèles qui sont durs. Et tu vois, je trouve que c'est beaucoup vu comme... c'est pas très grave si on se paye pas.
Et puis, alors qu'il y a vraiment une notion de créer une entreprise et tout ce que ça implique en termes d'administratif, déjà, qui prend énormément de temps. Et ouais, je trouve que c'est important de voir que c'est vraiment une vraie mini start-up, quoi, en fait. Ouais, et c'est vrai que, enfin, tu me dis si je me trompe, mais c'est vrai que comme toi depuis tout à l'heure, je te parle plus de l'agriculture que de l'entrepreneuriat. Ouais. Finalement, j'ai l'impression qu'effectivement, quand tu t'installes en tant qu'agriculteur ou exploitant ou floricultrice, on oublie cet aspect, comme tu dis, c'est très justement d'entrepreneur en fait. Ouais. Effectivement, c'est une entreprise avant que ce soit lié à de l'agriculture ou à autre chose. C'est avant tout une entreprise. Exactement. Et c'est vrai que cette notion, effectivement, je sais pas si du coup à la chambre d'agriculture, tu vois, est-ce que c'est vraiment abordé? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant tout le reste? C'est-à-dire que le reste aussi est tellement important aussi. Ouais. C'est mis en avant à la chambre d'agriculture. Par contre, c'est assez court en fait. Tu vois, on fait un stage qu'on appelle 21 heures. Donc c'est 21 heures de formation, ce qui est pas grand-chose en fait. Où on voit à la fois la partie cotisation sociale, la partie comptable, la partie juridique. On voit tout cet aspect-là, mais en 21 heures, c'est hyper court, 21 heures quand tu te rends compte de ce qu'il y a derrière. Et je trouve que pour moi, c'est pas mis assez en avant. C'est-à-dire que dans notre temps de travail, la partie production, c'est pas forcément la majorité du temps en fait. Oui, alors que effectivement, je pense que c'est ce qui prend pour certains la plus grande partie, parce qu'effectivement, s'occuper des animaux, c'est par exemple, ça prend des heures, et c'est énorme. C'est ça. Et oui, peut-être que c'est ça, cette partie terrain en fait prend vraiment le pas sur tout le reste. Peut-être que l'énergie est moindre après pour revenir à l'administration qui est toujours un peu plus lourd à gérer, ou peut-être que c'est vraiment pas le cœur de métier et que du coup, effectivement, la plupart des agriculteurs peut-être le mettent un peu de côté parce que ou l'oublient. C'est ça. Je pense que dans les modèles un peu plus des générations d'avant nous, en fait, je pense qu'ils se faisaient beaucoup accompagner par un organisme qui accompagne à peu près tous les agriculteurs, mais qui du coup c'est une partie qui est très déléguée. Et je pense qu'aussi c'est pour ça que tu vois l'agriculture est pas vue comme un entrepreneuriat, parce qu'en fait ils ne gèrent pas, parce qu'on peut déléguer tout en comprenant ce qui se passe d'un point de vue comptable, par exemple, sur la vie de l'entreprise, et on peut déléguer sans faire attention à ça. Mais ouais, bien sûr. Et je pense qu'il y a des générations où la partie entrepreneuriat et société n'était pas vraiment pris en compte par les agriculteurs. Et moi, je trouve que c'est un vrai enjeu si on veut pouvoir continuer à nourrir les gens, d'avoir des fermes qui puissent rémunérer ceux qui sont, en fait, ceux qui travaillent. C'est la base, en fait. Ouais, c'est la base. Mais en agriculture, c'est pas toujours vu comme étant la base. Ouais, c'est un sujet vraiment à part, mais effectivement, t'as complètement raison. Et puis, vous avez beaucoup d'aide, contrairement à un simple entrepreneur. Exactement. Ouais, je pense qu'il y a matière à discuter sur ça, mais effectivement, c'est un peu comme si, du coup, comme on vous donne, quelque part, il y a moins cette inquiétude que nous qui avons zéro, tu vois, c'est ça. Du coup. Et donc, on est obligé à la force des choses, alors que, même si je pense qu'aujourd'hui, les mentalités changent et que les connaissances changent avec les nouvelles générations. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a encore ce truc de toute façon, j'ai cette prime, donc quelque part, je suis un peu protégée. Donc, on met un peu de côté toute cette partie business. Tu vois, nous, on a un business. Alors, moi, je l'ai pas forcément fait, mais un business plan est préconisé, en fait. Ouais. Vous, pas forcément. Alors là, si maintenant, pour avoir les... mais c'est récent, en fait. Ouais, pour t'installer en jeune agriculteur, tu es obligé d'avoir un business plan, de présenter un business plan, si tu demandes des aides derrière. Et les aides dont tu parlais, la PAC, tu vois, il y a aussi, sans rentrer dans les détails, mais... c'est très orienté en fonction de certaines activités agricoles. Nous, on touche 700 € par an de PAC. Waouh. Donc, il faut quand même qu'on ait un business plan derrière. Parce qu'on est deux. Ouais, même quand t'es seule, quoi. Je veux dire, ça suffit tellement pas, quoi. Donc, Ah ouais, ok. Tu te vois comment dans un an ? Dans un an, à la même date, j'espère que je serai plus reposée. J'espère que la saison 2026 aura été un peu plus reposante que la saison 2025. Et j'aimerais bien que les fleurs prennent de plus en plus de place sur la ferme. Voilà. Parce que c'est pourquoi parce que c'est ce qui me plaît le plus, moi.
Alors Guillaume, pas forcément, donc il faut qu'on trouve un équilibre entre ce qui moi me plaît le plus. C'est l'avantage de l'entrepreneuriat pour le coup, c'est qu'on peut faire nos choix, quoi. C'est super. Donc ça c'est chouette. Mais moi les fleurs, c'est vraiment là où moi j'ai toute ma partie créative qui peut se développer plus que quand je ramasse des radis. Et les couleurs et les associations et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer beaucoup plus que les légumes. D'accord. Et en même temps, j'aime le fait de nourrir les gens. Donc, un petit peu une dualité. Aujourd'hui, vous arrivez à... alors, de question payer vos charges et vous donner un salaire ? Alors aujourd'hui, oui, on arrive à payer nos charges. On a eu une chance aussi, il faut le dire, c'est qu'on n'a pas eu d'emprunt sur la ferme. Donc, ce qui est une vraie chance quand on s'installe en monde agricole. Du fait de nos vies d'avant, en fait, on avait des économies de côté qui nous ont permis de créer notre ferme avec des investissements raisonnables. Et oui, donc on arrive à payer nos charges et on arrive à se rémunérer. Pour l'instant, on est à hauteur d'un demi-SMIC chacun. Ok. Donc un SMIC à nous deux. En sachant qu'il y a quand même, enfin, on auto-consomme nos légumes et nos œufs. Donc il y a quand même les charges de la famille qui sont assez diminuées. C'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est qu'on aimerait se payer un SMIC chacun. Mais voilà, tous les ans, ça augmente. Donc du coup, c'est plutôt bien. C'est chouette. Donc tous les ans, ça augmente et tous les ans, vous adaptez votre façon de travailler, de financer et de gérer. J'imagine que ça ne va que mieux. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, tous les ans, on fait ce qu'on doit faire la semaine prochaine, normalement. C'est-à-dire qu'on prend notre compta et on se dit, OK, cette année... Voilà ce qu'on a. On travaille par atelier, on regarde l'atelier maraîchage, l'atelier fleurie, l'atelier poule pondeuse. Et on regarde les charges, les rentrées d'argent qu'il y a sur chaque atelier. Et là, on a fait quelque chose d'assez simple. Par exemple, sur les légumes, on va réduire la gamme l'année prochaine. Tu vois, on a regardé, on a fait 49 légumes différents sur la saison, ce qui est énorme. Je parle pas de variété, je parle vraiment carottes, tomates, poireaux, grande famille, quoi. Et en fait, sur ces 49 variétés-là, il y en a 23 qui ont fait 97% de notre chiffre d'affaires. Oui. C'est-à-dire que tout le reste, c'est 3% de notre chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est des heures. C'est des heures à passer. Et c'est hyper intéressant de se dire, de prendre cette liste et de se dire, OK, on va pas tout enlever. Par exemple, le basilic, c'est un chiffre d'affaires qui est faible, mais c'est quand même chouette de le proposer. Donc ça, c'est des choses... Enfin, il y a des arbitrages aussi qu'on fait nous, mais il y a des choses qu'on arrête, en fait. Ou il y a des choses... Le chou rouge, par exemple, les gens, ils en consomment pas trop, donc plutôt que de faire 4 séries dans l'année, on va faire une série. On va en proposer à un moment donné. Donc il y a beaucoup des choses comme ça qui nous permettent de nous améliorer en fonction de ce que notre clientèle achète. Super. C'est vraiment le retour d'expérience de ce qu'ils achètent et ce qu'ils nous disent, parce qu'il y a des choses, par exemple, sur lesquelles on est toujours en manque. C'est-à-dire que je sais que les clients, ils se jettent dessus quand les commandes ouvrent en ligne. Et en fait, après, ceux qui arrivent 2 heures après, il y en a déjà plus. Et donc, on fait aussi attention à ça pour faire évoluer la gamme, en fait. Pour que pas tout, c'est pas possible, mais la majorité de ce qu'on plante soit vendu. Ouais, puis qu'un maximum de clients soient satisfaits. Exactement, c'est ça. Ok, super. Si tu pouvais... écrire une lettre à ton ancien toi dans la vie salariée, qu'est-ce que tu lui dirais ? Dors, repose-toi. Prends de l'avance sur le sommeil, tu vas en avoir besoin. Fais du sport pour être musclé quand tu vas arriver là-bas, parce que ça va être physique. Et vas-y, quoi. Ouais. Ça va être chouette. Ouais, vas-y, ça va être chouette. Ça va être des hauts, des bas, des montagnes russes, mais ça va être chouette et ça va t'apprendre beaucoup de choses. Tellement de choses. Ouais. Est-ce que tu considères que t'as remis du sens dans ta vie professionnelle et personnelle ? Même s'il y en avait sûrement avant. Ouais, alors moi, c'est vrai que je trouvais déjà que j'avais du sens dans mon métier. Parce qu'en fait, dépolluer... Moi, je travaille avec des promoteurs immobiliers. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, ils achetaient une friche industrielle ou un ancien garage. On faisait un diag de pollution des sols. Il y avait une pollution, on dépolluait. Et après, ils pouvaient construire des logements. Et moi, de savoir que les gens, ils allaient vivre sur quelque chose qui était sain, ça avait vachement de sens pour moi. Bien sûr. Donc ça, moi, ça me motivait beaucoup. Tout comme je trouve que ça a énormément de sens de nourrir les gens. Du coup, je dirais pas que j'ai retrouvé du sens, mais plutôt peut-être dans la vie personnelle, avec les enfants qui sont présents à la ferme, où on aimerait être un peu plus présent pour eux, mais ce lien humain, en fait, qui a été créé en arrivant dans la région et les amis sur lesquels on peut compter, voilà.
Ça, je trouve ça super important. Et ça a retrouvé du sens. Ça a retrouvé du sens, Ouais. Par rapport à une vie salariale, du coup. Oui. Ouais. C'est ça qui a fait la différence. Ouais. Il n'y a pas que la région, si, il y a comme... il y a l'accueil des gens, je trouve, vraiment. Parce qu'après, j'avais des très bonnes relations avec les collègues de travail et on avait quelques amis là-bas, mais c'est vraiment différent ici. Ok, super. Bon, merci. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Pour info, je vous mets dans les notes toutes les références importantes ainsi que les différents liens pour retrouver l'invité. En attendant de vous partager un nouveau parcours de vie professionnelle, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je tâcherai d'y répondre ou de transmettre aux invités. Merci infiniment et à bientôt.